Bonjour à toutes et à tous, c'est Joséphine et Éléonore de Télé Sorbonne et aujourd'hui on se retrouve dans la nouvelle télémission. Vous nous avez proposé sur nos réseaux sociaux de traiter en ce mois d'avril le thème de l'art. En effet, le 15 avril dernier s'est tenue la Journée mondiale de l'art, proclamée en 2019 par l'UNESCO. On espère que ça va vous plaire et c'est parti. Télé Sorbonne Télévision. TS. Derrière les portes fermées des salles de spectacle, de théâtre et d'opéra se cachent des artistes et des techniciens en colère. Notre équipe est allée à leur rencontre. Les images, tout de suite. Je suis très préoccupé par le fait que les théâtres rouvrent, mais je suis surtout très préoccupé par la réforme de l'assurance chômage qui devrait arriver en juillet. Ça, c'est une vraie préoccupation. Ah, mais c'est que la situation actuelle nous autorise à faire des cours de pratique. Donc, du coup, on n'est pas du tout, on déroge à aucune règle. On fait les cours de pratique en présence. J'en pense ce que tout le monde en pense, parce que je ne suis pas plus informé. Je suis inquiet des mesures gouvernementales concernant la vie sociale en général. Voilà, et la réouverture des théâtres, c'est comme les restaurateurs, comme les gens des hôtels, comme les gens des... Voilà, je pense pas que la culture soit quelque chose de supérieur au stade de foot, quoi. Après, très techniquement, ce qui est très compliqué pour nous, c'est le fait que... Est-ce qu'on aurait fait mieux à la place du gouvernement? J'en sais rien, mais enfin, c'est le fait qu'ils aient... très clairement pris l'option de s'adapter à la situation au fur et à mesure. Alors ça, c'est totalement incompatible avec le modèle économique qui régit la création théâtrale en France, quoi, qui est un modèle qui se projette. Donc comme il n'y a pas possibilité de se projeter, l'inconfort est immense, quoi. En tout cas, oui, je trouve ça un peu... En tout cas, c'est déséquilibré. Les magasins sont toujours restés ouverts, sauf pendant le confinement, et la culture et les universités ont toujours été lésées. Et en fait, moi, ça m'énerve plus dans le sens où on est dans un contexte depuis 2010 où il y a une marginalisation de tous les services publics, la culture, je parle aussi des soignants, je parle aussi des universités, tout ça dans le même paquet qui a été laissé de côté de plus en plus depuis 2010. Et là, ça montre bien, j'espère que ça va faire réagir les choses parce que en fait, ça nous manque. Tout le monde se rend compte que ça nous manque. Je pense aussi que c'est le problème du chômage qui est... c'est un vrai problème. Je veux dire, au-delà de pouvoir aller dans une salle et de voir un spectacle, il y a quand même plein de gens qui souffrent de cette situation financièrement, qui peuvent pas s'alimenter, peut-être plus loger. Et je pense que ça dépasse quand même ce confort qu'on a de nous pouvoir aller au théâtre. C'est quand même un milieu, la culture, où on a besoin de pratique, de connaître un petit peu, comme dans d'autres milieux, mais dans ce milieu particulièrement. Et les stages, en ça, sont ultra formateurs et importants. Et voilà, il s'avère que la situation actuelle fait que c'est quand même relativement compliqué, plus que d'habitude, de trouver un stage dans ces milieux qui sont du reste assez fermés, même en temps normal. C'est difficile parce que j'en pense évidemment du bien, mais j'y suis pas. Donc
trouve que c'est un peu inutile comme truc, quoi. J'y suis pas puisque moi j'ai choisi de continuer de travailler, donc j'ai pas annulé mes activités qui étaient prévues. Alors voilà, j'étais à l'Odéon très régulièrement, etc. Mais c'est sûr que je suis de tout cœur avec eux, mais n'empêche que moi je continue de bosser et que je suis pas en train d'occuper un théâtre, de dormir dedans, de vivre dans des conditions scabreuses, etc., quoi. Moi, je soutiens. Je suis allée à la colline et j'ai crié avec les autres et ça faisait du bien, vraiment. Ça faisait un peu peur, mais ça faisait du bien. Le jeu vidéo est-il un art et qu'est-ce qu'il y a d'artistique dans le jeu vidéo? Nous avons fait une table ronde réunissant plusieurs experts et spécialistes pour en débattre. Regardez ça tout de suite. Deux personnes qui regardent le même tableau auront une vision complètement différente. Quelqu'un peut s'émerveiller, peut apprécier les couleurs, l'autre l'émotion, les personnages, la technique. C'est pareil pour un jeu vidéo. Je pense que certaines personnes ont du mal à associer le jeu vidéo avec de l'art, tout simplement parce que symboliquement, c'est compliqué et c'est même dur de comparer un jeu vidéo tel que sais-je, Until Dawn peut-être, et un chef-d'œuvre comme aurait pu en faire El Greco. Donc je pense qu'il y a cette dimension symbolique extrêmement importante, et je pense aussi que certaines personnes tout simplement ont une vision étriquée de l'art, et même quand on voit les nouvelles formes d'art contemporaines, ils auraient éventuellement du mal avec aussi ces nouvelles formes d'art. Dans ce que tu dis, il y a surtout le fait que ce soit récent les jeux vidéo. Par exemple, les arts, comme tu disais, anciens, la sculpture, la peinture, ça date, c'est loin de nous. On a du mal plus à le comprendre qu'un jeu vidéo, du coup on surestime, on évalue grandement ce genre d'art. Alors que les jeux vidéo, c'est plus compréhensible, c'est nouveau. Il y a des personnes qui sont nées avant le jeu vidéo, qui ont du mal du coup à voir en quoi c'est de l'art et pas une bouillie de pixels. C'est pas forcément générationnel, c'est plus culturel. Il y a des personnes qui viennent de milieux qui ont des expériences différentes, des avis différents sur des questions, qui peuvent trouver les jeux vidéo comme juste un divertissement, une perte de temps, quelque chose qu'ils ne comprennent pas tout simplement. Je pense aussi qu'il y a quelque chose, c'est que derrière une œuvre d'art, on voit un artiste. Où justement, l'artiste peut jouer là-dessus, l'artiste peut jouer sur l'anonymat, mais c'est le choix de l'artiste. Cependant, derrière les jeux vidéo, est-ce que en dessous du jeu vidéo, on voit qui l'a fait? Non, on voit un studio, on ne voit pas des personnes. Cette habitude des jeux vidéo est un peu déshumanisante et du coup, on a du mal à se projeter, à projeter les jeux vidéo comme un art parce qu'on ne voit pas d'artiste direct. Je pense que quand on parle de marché pour l'art, on imagine directement un marché beaucoup plus élitiste, beaucoup plus fermé. Je pense à tous les conservateurs, tous les collectionneurs privés qui au final représentent une très petite partie de la population qui peuvent se permettre des œuvres d'art, des chefs-d'œuvre, des pièces de maître, alors que les jeux vidéo, maximum, peut-être que tu as plus d'expérience là-dessus, mais maximum ça doit coûter 80 € et encore là, encore là c'est cher. C'est très populaire le jeu vidéo, tout le monde peut y avoir accès, il y en a gratuit, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont complètement payants, qui sont hors de prix. Donc il y a aussi ce côté, on croit que c'est un gros business, mais au final c'est plein de petits jeux, des millions de petits jeux qui se vendent, alors qu'on voit des hôtels de vente, des œuvres d'art partir à des centaines de millions, des sommes indécentes, ça passe carrément sans formation. Donc dire que le jeu vidéo n'est pas reconnu comme un art à cause du marché et de son aspect commercial, ce serait justement antithétique, ce serait à l'opposé. Au contraire, à chaque art correspond un marché et une clientèle. C'est juste que le jeu vidéo s'éloigne du modèle classique d'art comme on connaît, comme la sculpture ou la peinture. Et c'est pas pour autant qu'on passe notre longueur de journée à écraser des champignons en jouant Mario. Quand on sort dans la rue, on fait pareil. C'est chacun son interprétation, chacun son passif. Les jeux vidéo ne sont vraiment pas liés à ça.
Personne non plus, quand il regarde un film violent, d'action, avec des meurtres, des choses terribles qui s'y passent, se dit je vais le faire aussi. C'est pareil pour le jeu vidéo. Vous ne le saviez peut-être pas, mais les NFT, jetons non fongibles, qui permettent l'achat d'œuvres numériques, bouleversent le marché de l'art conventionnel. Comment, pourquoi, les explications tout de suite. Hello, je m'appelle Alice Rollin, je suis présidente de l'association du M1 Propriété Intellectuelle de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et je suis aussi co-responsable du pôle IPIT de la clinique juridique de la Sorbonne. Et aujourd'hui, je vais vous parler des NFT, du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle. Avant de commencer, il faut savoir à quoi sert la propriété intellectuelle. Et elle sert tout simplement à protéger les créations intellectuelles, les œuvres de l'esprit. Elle les protège en récompensant leurs créateurs par des droits moraux et ou patrimoniaux, donc en lui versant de l'argent, et en le protégeant contre la contrefaçon. La propriété intellectuelle, elle se divise en deux branches, la propriété industrielle, avec les brevets, les marques et les dessins et modèles, et la propriété littéraire et artistique, avec les droits d'auteur et les droits voisins. Et nous, c'est celle-ci qui va nous intéresser. Les créations numériques vont être protégées par le droit d'auteur au même titre qu'absolument toutes les autres œuvres si les conditions pour que le droit d'auteur s'applique sont réunies. Ces conditions, c'est l'originalité de l'œuvre et le fait qu'elle soit tangible. Si ces deux conditions sont réunies, alors le droit d'auteur doit s'appliquer, peu importe la destination, le mérite, la forme d'expression ou le genre de l'œuvre. Maintenant, on va voir qu'est-ce que sont les NFT. Le NFT, c'est comme un certificat d'authenticité qu'on va accoler à une œuvre numérique pour la faire circuler sur la blockchain et qui va s'échanger, se vendre. Et les artistes peuvent donc percevoir une redevance à chaque fois que cette œuvre est vendue sur la blockchain. Et cette redevance, c'est eux-mêmes qui vont le fixer. Donc ça peut être un avantage pour les artistes de fixer eux-mêmes leur redevance. Il faut savoir que le jeton cryptographique, le NFT, il est unique et il est traçable. Juridiquement, pour le droit d'auteur, il y a des avantages et des inconvénients avec les NFT. Les avantages, c'est donc le caractère traçable, la nature traçable du NFT et de savoir combien de fois l'œuvre va être vendue. Avec cette traçabilité, on va pouvoir mettre en place une sorte de droit de suite. Donc c'est le droit qui permet à un artiste de toucher une redevance à chaque fois que son œuvre est vendue, son œuvre visuelle. Et l'autre avantage, c'est son caractère unique. On ne peut pas retrouver sur la blockchain deux NFT pareils et donc on ne peut pas avoir de copie servile du NFT. Donc ça peut être aussi un avantage. Donc les NFT, c'est très beau quand en fait le propriétaire du NFT est aussi son auteur. Et une personne tierce peut aisément venir s'approprier une œuvre numérique en apposant son nom au NFT. Et là, on se heurte en fait à une violation des droits moraux, on se heurte à une contrefaçon. On appelle ça de l'usurpation de droits d'auteur, et c'est quand quelqu'un vient apposer son nom à une œuvre qui n'est pas la sienne. Le problème est de savoir si les mentions légales sur la contrefaçon s'appliquent au NFT. L'action en contrefaçon, ça va être la condamnation de l'auteur, mais aussi la destruction de la contrefaçon. Et or là, sur la blockchain, l'un des principes de base de celle-ci, c'est l'immutabilité des données. Donc on voit mal comment une action en contrefaçon pourrait être vraiment efficace sur la blockchain, à moins de renverser l'un des principes fondateurs de la blockchain, ce qui risque d'être très compliqué. Vous voyez donc que toutes les réponses sur les NFT n'ont pas encore été trouvées
Et notamment en matière de droit d'auteur, ça reste très balbutiant, ça reste un sujet extrêmement passionnant. Et surtout, on assiste à une explosion des NFT. On a notamment eu, il y a quelques mois, une vente par la célèbre vente aux enchères Christie's qui a vendu un NFT de l'artiste Beeple pour 69,3 millions de dollars. Et on a de plus en plus de célébrités qui créent leurs NFT, qui sont propriétaires de NFT, comme Elon Musk, Kate Moss, Emily Ratajkowski. Donc tout le monde se met au NFT. Maintenant, il faut savoir si le droit d'auteur va réussir à suivre et si cette dynamique va perdurer. Voilà, c'était Alice pour Télé Sorbonne. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur les NFT, sur la propriété intellectuelle, et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue chers téléspectateurs sur Art de Suite. Aujourd'hui malheureusement pas d'invité, car Jean Dujardin, qui était notre invité, donc aujourd'hui a dû se décommander en raison du décalage de son film qui ne sortira que dans un mois, si les cinémas rouvrent d'ici là. Mais ça ne fait rien, nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial Laure Blanchard, en direct devant le musée d'Orsay. Laure, vous êtes avec nous, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la situation actuelle de la réouverture du musée d'Orsay? Oui, Michel, je suis bien avec vous. En revanche, le musée d'Orsay ne réouvrira pas ce mois-ci par mesure gouvernementale. Il réouvrira fin mai. Ouais, c'est pas la journée de l'art, hein. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à réagir en commentaire. Aussi, partagez-nous les thèmes pour la prochaine télémission. Et à bientôt!